Chers auditeurs, bonjour. Chaque mois, nous recevons une personnalité du monde de la supply chain. Tout d'abord pour faire connaissance et aussi pour partager une expérience professionnelle et personnelle, une certaine vision des choses en ce qui concerne divers aspects des métiers de la supply chain. Isabelle Rocher, bonjour. Bonjour Laurent et merci de m'avoir invité pour ce premier épisode. Je suis ravie. C'est un plaisir. Alors on va se tutoyer puisqu'on travaille ensemble, hein, donc Oui. voilà. Isabelle, tu es directrice Europe du Sud pour AutoStore System. Aujourd'hui, je vais te demander de poser par moment ta casquette AutoStore et de t'exprimer simplement en tant que personne, en tant que femme. Mhm. Et je vais d'abord te demander de te présenter, de décrire quel est ton rôle aujourd'hui et de nous raconter un peu ton parcours. Comment es-tu arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui pour AutoStore? Ouais. Comment j'ai découvert ma passion pour la supply chain. Exactement. Ouais. Alors, donc qui suis-je? Isabelle Rocher. Donc en fait, plein de gens ne savent pas, mais en fait, je suis d'origine allemande. J'ai un parcours complètement atypique et vraiment très très riche, varié, une vraie découverte. Alors en fait, puisque je suis allemande, comment je suis arrivée en France? Très simplement par des études. Donc j'ai réussi à avoir une bourse d'études avec un programme européen qui existe toujours, hein, qui marche très très bien. Ça s'appelle Erasmus. Et donc je suis arrivée à Dijon même, hein, il y a une trentaine d'années déjà, pour faire une année d'études à Dijon. Et finalement, cours de la vie fait que j'ai rencontré mon mari. Je suis restée en France. Et j'ai pris la décision donc abandonner entre guillemets mes études en Allemagne, ma famille, mes amis, vraiment un coup de foudre, hein. Et autant pour le pays que pour mon mari Mhm, évidemment. mhm. Voilà, donc je suis restée en France et à partir de là, en fait, c'est une cascade d'opportunités qui ont fait que j'arrive à ma carrière telle que je l'ai construite aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que quand on regarde bien mon parcours d'étudiante, j'ai fait des études dans le journalisme et la communication. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. D'accord. Voilà. Par contre, je dis souvent, ces études-là m'ont permis en fait de garder mon esprit en éveil, très curieuse, hein. Donc toujours vouloir comprendre des choses. Et très très franchement, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Donc rapidement, pourquoi la supply chain? Ben en fait, un hasard pur et dur, puisque quand j'étais à la recherche d'un emploi dans le bassin de Dijon, il y avait une société en France est très bien connue, hein, c'est Savoie Logistics. Donc à l'époque Savoie Logistics, maintenant c'est Savoie, qui cherchait quelqu'un Mhm. pour à l'époque intégrer au niveau service client des filiales qu'ils ont achetées en Allemagne et en Angleterre. Il fallait quelqu'un qui parle trois langues, hein, donc Mhm. ça tombait bien, moi je parlais trois langues. Et puis donc voilà, donc j'ai eu ce poste-là et à partir de là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'environnement de la supply chain parce qu'à savoir, tout le monde connaît quand même en France, était à l'époque de toute façon encore numéro un en France, hein, sur Euh, l'intégration des systèmes automatisés dans l'intralogistique. Voilà, d'accord. autant l'informatique que du hardware. Et voilà, donc moi je commençais à vraiment travailler dans le service client avec les filiales. Et puis après, de là, la vente des pièces détachées, des contrats de maintenance, Et plus sur la partie en cartonneuse, non? C'est ça? ça après. Après, Donc ça c'est d'accord. arrivé après. Donc j'ai monté une petite équipe en vente sur la partie service client, Mhm. plutôt avec un franc succès. Jusqu'à ce qu'on m'a proposé en fait de m'occuper des machines d'emballage. D'accord. Parce que à l'époque, une des machines d'emballage phares pour savoir, l'IP est tombé dans le domaine public et il fallait réagir. Et donc du coup, l'idée était là pour voir comment on peut construire peut-être une business unit à part pour travailler un peu sur
logique de cheval de Troie, rentrer avec la machine d'emballage avant d'amener le reste des systèmes. Et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est là vraiment où je commençais à me rendre compte ce que c'était des process en intralogistique, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'emballage, parce qu'en fait c'est quand même un sujet assez central mais mal connu. Et du coup, je me suis découverte une passion pour cette partie de l'intralogistique, donc à développer d'autres machines d'emballage, regarder les process qui sont autour de cette machine-là, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais si on fait des choses à l'envers, on peut endommager beaucoup des process à la place de les Ouais, rendre ouais. optimisés, Oui, n'est-ce oui, et pas? puis la précision de l'emballage, c'est un sujet qui reste encore à traiter par pas mal de prestataires. On prend toujours l'exemple du fameux carton qu'on reçoit à la maison dans lequel il y a un tout petit produit dans un carton énorme. Énorme, Et là, exactement. nos transporteurs ont transporté essentiellement de l'air, ça coûte cher, etc. Donc c'est un vrai sujet qui est Ouais. traité par pas mal des chargeurs, mais il y a encore du travail, Ah quoi, bah, hein. beaucoup de travail. Alors, effectivement, à l'époque, nous, on avait des machines 2D. Donc, tu pouvais éventuellement réduire la hauteur des cartons, mais tu avais encore tout le volume autour. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et ça n'a pas changé, hein, ça fait des années qu'on traite ce sujet-là, 50 à 70% des cartons e-commerce sont vides. Ça coûte très cher. Ça coûte cher en transport, ça coûte cher en main-d'œuvre, parce que souvent on met du calage, ce qui n'est Mhm. même pas une protection, donc ça peut endommager les produits. Et en matériaux purs, en ce qui concerne la surface du carton, ça coûte très très cher. Et Mm. donc quand on regarde de près, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Donc là, je me suis vraiment mis dans cet univers-là, avec beaucoup de plaisir. Et Combien de temps chez chez Savoie, du coup? Savoie, alors 10 ans au complet, Mhm. donc entre les différentes positions que j'ai eues. Et au bout de 10 ans, bah, j'avais décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, parce que je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire sur cette partie machine d'emballage, process intralogistique de tout ce qui est autour de l'emballage. Et donc, je suis partie avec deux de mes collègues monter une société qui s'appelait et qui s'appelait, oui, puisqu'ils ont été rachetés par une autre entreprise depuis, E3 Neo ou Neopac. Donc voilà, donc on a commencé à travailler avec mes collègues sur tout ce qui est innovation aussi, sur d'autres produits automatisés dans l'intralogistique, parce que ça n'existait pas en fait. On a Mhm. vraiment vu qu'il y a une niche, parce qu'en fait, les machines d'emballage qui existent aujourd'hui, c'est beaucoup dans la production ou dans l'agroalimentaire, Mhm. voilà. Mais dans l'intralogistique, c'est assez basique. Il n'y a pas beaucoup de monde et c'est mal représenté. Et donc on s'est dit c'est vraiment quelque chose à faire. Mhm. On a eu rapidement un très gros succès avec Amazon parce qu'on a été capable de leur vendre des premières machines qu'on avait conçues. Donc on est assez fiers. Moi je suis vraiment fière de ça parce que arriver en tant que toute petite entité travailler avec un géant de l'e-commerce rapidement, bon, Ah, mais vous aviez développé vos propres machines? ouais, on avait Ah, développé là, nos propres c'est machines. du lourd, quoi. Ah ouais, c'était. Oui, alors on avait déjà une bonne idée de ce qu'on voulait faire, puisque j'avais quand même scruté le terrain pendant 3 ans, 4 ans avec Savoie, et les développements au fur et à mesure sont arrivés dans ma tête, hein, et évidemment on a essayé de développer ça avec Savoie, mais Savoie avait vraiment cette volonté de rester sur des solutions globales et non Mhm. pas faire pousser uniquement une entité de machine d'emballage, ce que je conçois et qui est complètement compréhensible par rapport à leur stratégie. Donc c'est aussi la raison pourquoi j'avais décidé de Mhm. poursuivre en solo avec des collègues. Voilà. Donc Ça, c'est l'aventure Néopac, ça, c'est d'accord. l'aventure Néopac. Et là-dessus, c'est greffé rapidement une discussion avec Amazon. Moi, j'étais un peu frustrée de voir que Amazon n'intégrait pas assez vite ces machines-là. Je comprenais pas, franchement, hein. C'est-à-dire quand tu travailles en tant que fournisseur pour un client, même si tu connais quand même les process et l'entourage, tant que tu n'as pas travaillé chez client, c'est difficile à appréhender. Et en fait, par ma curiosité,
j'ai posé quand même beaucoup de questions jusqu'à ce qu'Amazon, à un moment donné, m'a dit, écoute, c'est trop confidentiel, c'est trop stratégique, on ne peut pas partager ces données avec toi. Par contre, si tu es intéressé à en savoir plus, bah, pourquoi tu ne rejoins pas Ah, la société? Et pour tout te dire, au départ, je venais de créer E3 Neo avec mes collègues, c'était juste pas possible. Mais au fur et à mesure où je rentrais dans la discussion avec Amazon, je me suis dit, mais c'est quand même une belle opportunité. Pourquoi pas? J'ai lancé, ils ont lancé le recrutement. Je suis passée par tout le process un peu fastidieux de chez Amazon pour se faire embaucher. Pour tout te dire, je croyais pas un instant que je vais passer tous ces tests, tous ces entretiens, mais me voilà successful. Et je commence l'aventure Amazon. Voilà. Au Luxembourg, me voilà déménagée au d'accord. Luxembourg avec la famille. D'accord. Et après, depuis Amazon, on est passé à on va en reparler, parce que moi, Ouais. je trouve que l'expérience Amazon, c'est toujours quelque chose qui est pour toutes les personnes qui travaillent dans la supply chain, c'est toujours un exemple. Mm. Enfin, qu'on peut suivre ou critiquer, ou les Oui, deux, oui. hein, Voilà. mais on en reparlera. Mhm. Et après Amazon, donc AutoStore. Oui, non, pas du tout. Ah, Après Amazon, il y a encore, en fait, j'avais besoin de compléter ma vue 360 et il me manquait la partie carton, donc le consommable. mhm, Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec le numéro 2 en Europe de cartonnier qui s'appelle DS Smith. mhm, Sur un poste un peu différent parce que ils cherchaient quelqu'un pour pouvoir lancer euh, leurs offres dans l'e-commerce. mhm, Donc c'était quoi c'est quoi qu'on produit? Alors évidemment il y a cette partie design du carton que je ne touchais pas trop parce que je n'ai pas la formation, mais j'avais une équipe de designers qu'on regardait et on axait surtout notre recherche sur c'est quoi le carton idéal dans l'e-commerce. Alors ça peut c'est peut-être banal pour des gens qui connaissent pas trop, mais en fait c'est pas si banal que ça parce qu'en fait le carton, ce qu'il faut savoir, les cartons qui sont conçus dans le transport aujourd'hui ont été conçus pour transporter la marchandise jusqu'à un point de rééclatement. Donc en fait, la force d'un carton, comme il est conçu, donc on connaît tous le carton de déménagement avec les deux flaps en bas, les deux flaps au-dessus. mhm. Donc la force de ce carton-là se retrouve sur les quatre extrémités parce qu'il est palettisé. Donc voilà. Et si on regarde les forces qui jouent sur un transport par carton, ce n'est pas du tout valable. Donc nous, on a vraiment axé notre recherche à trouver des points de compression sur un carton en e-commerce qui sont Mhm. différents, et travailler par rapport à ça pour rendre le carton plus fort pour ne pas avoir des problèmes d'endommagement du produit. Donc Mhm. ça, c'était une partie, mais il y avait aussi, on a lancé quand même pas mal d'autres initiatives hein, avec succès. C'était travailler sur les machines d'emballage 3D. Mais donc là, tu parles de cette Ouais, expérience DS Smith, ouais. CDS Smith, C'est hein. DS Smith, ouais. Mais on est sur de l'emballage type grande consommation, où il y a du packaging, du C'est design, tout ça, etc. c'est vraiment ça. On n'est pas sur de l'emballage qu'on peut faire dans un entrepôt en préparation, Si, ou si, là, ouais, justement. également. Ah bah c'était ça en fait. L'idée c'était pour DS Smith d'embaucher quelqu'un qui s'y connaît dans cette Ah, partie-là et d'accord. de lancer toute une série de workstreams en innovation sur justement sur les cartons e-commerce, donc qui sont traités, c'est-à-dire qui sont utilisés chez Amazon, chez Vente Privée, chez Zalando, chez tous ces acteurs-là et qui arrive chez toi à la maison quand tu vas D'accord. passer une commande. Donc ça, Mm. c'était une chose. C'était une machine d'emballage, c'était un software pour calculer le taux de remplissage hein, pour Ouais. l'optimiser, et ainsi de suite. Donc il y avait vraiment, c'était assez innovatif de la part de DS Smith parce qu'ils ne sont pas arrêtés juste au carton. Et donc DS Smith cherchait quelqu'un qui prend en charge en fait toute la partie innovation, e-commerce, emballage, euh, mais ce qui était très très intéressant, et c'est pour ça que j'avais accepté ce poste-là, parce que je partais d'une feuille blanche. Et pour moi, ce qui était intéressant, c'est amener un cartonnier qui est en fait vraiment orienté, je vends mon consommable, donc le carton, à amener cette entreprise dans le monde de la solution.
Et comment? C'est que forcément on a travaillé sur le design de l'emballage avec les points de compression, de contact et ainsi de suite. On a développé un système de test parce qu'il n'existait pas et lors de mon temps chez Amazon, on cherchait vraiment quelque chose qui va pouvoir nous faire comprendre quel type de design on a besoin pour pouvoir ne pas endommager davantage nos produits. Donc avec DS Smith, on a été capable de développer ça. On a développé un software qui calcule en fait le taux de remplissage et de l'optimisation, qui montrait aussi tout de suite les gains qui allaient jusqu'au transport. Voilà, donc il y avait une machine d'emballage en 3D pour réduire justement le volume du carton. Donc tous ces workstreams ont été menés de front, pareil, développement des équipes, donc c'était très très riche et ça m'a vraiment permis d'avoir ce 360 autour de l'emballage dans la logistique, dans l'intralogistique en fait. J'en profite pour faire une mise au point de vocabulaire souvent sur les termes packing et packaging, qui parfois sont utilisés ou intervertis à tort. Juste pourrais-tu pour nos éditeurs préciser de quoi on parle quand on parle de packaging ou de packing? Ouais, alors le packaging, c'est les matériaux. En fait, c'est le carton lui-même. Le packaging peut avoir des diverses matériaux. Ça peut être du carton, ça peut être du plastique, voilà. Mais c'est vraiment tout ce qui est matériel. Et le packing, c'est le process d'emballage, en fait. D'accord. DS Smith, après DS Smith? AutoStore! Ah! Voilà! Quelle année? 2019. Donc février 2019. Donc voilà, j'avais fait le tour un peu de l'emballage. Alors c'est quand même, ça reste ma grosse passion, hein. Je suis toujours très passionnée par ce sujet-là. Mais j'avais envie de voir ce qui est avant, après ou autour de l'emballage, hein, toujours dans l'intralogistique, parce qu'encore une fois, la supply chain, c'est très varié. On ne soupçonne pas quand on connaît pas tout l'intérêt et tous les parties intéressantes de cette supply chain, hein. Mais j'avais besoin de voir autre chose. Donc j'ai eu beaucoup de chance. AutoStore m'a contacté et on commençait à discuter. Et c'est un produit extrêmement innovatif. J'étais aussi à un point où je me suis dit assez fait en stratégie, assez fait en sales pur et dur sur des consommables. C'est innovatif, c'est un produit qui est mal connu en France parce qu'on m'avait, on a De quoi on parle là, pour AutoStore pour ceux qui ne connaissent pas? tout à fait, puisque toi et moi on connaît bien. Alors AutoStore, c'est une société norvégienne qui est en fait le fabricant et l'innovateur du système AutoStore. C'est un cube de préparation de commandes et de stockage qui permet en fait d'optimiser toute la partie de préparation de commandes. Alors comment c'est fait? En fait, il y a 5 éléments qui ne changent jamais. C'est plutôt un système Lego, mais tu as des bacs dans lesquels tu poses les produits. Tu as des postes d'opérateurs qu'on appelle nous en interne les ports. Tu as les petits robots qui conduisent au-dessus d'une grille en aluminium et tu as un système qui pilote tout ça qui s'appelle le contrôleur. La grille en aluminium, on n'aurait pas besoin si les robots pouvaient voler, mais ce n'est pas encore le cas. Qui sait, peut-être un jour ça arrivera. Et du coup, on parlerait plus que de 4 éléments. D'accord, donc AutoStore en 2019, et là tu démarres les activités un peu toute seule au départ. Mais il y a déjà des partenaires en Oui, France, hein. alors il y a déjà des partenaires en France et en fait l'idée d'AutoStore c'était, et pas qu'en France, hein, ils commençaient à vraiment mettre des gens, des filiales aussi en Allemagne, en Angleterre et au Japon la même année que moi. Donc l'idée c'était vraiment s'ouvrir sur ces marchés-là, c'était des marchés focus pour AutoStore, hein, et il fallait avoir des gens qui y vivent et qui connaissent le marché. Et donc voilà, j'ai commencé en 2019, il y avait des partenaires en place. Euh, et donc en fait, mon action était vraiment travailler et développer ces partenaires, faire la partie business development aussi, et une partie marketing, vraiment créer toute bah, faire connaître AutoStore en France, parce que c'était absolument pas connu.
Donc on avait à l'époque 5 installations en 2019. Donc il fallait vraiment faire tout ce travail de awareness avec les partenaires. Mhm. D'accord. Et donc voilà un petit peu le parcours que tu nous as Mhm. décrit avec pas mal de détails. Je te remercie. Alors là-dessus, euh, j'ai euh, j'ai une question concernant je pense Amazon parce qu'en Mhm. fait comme c'est souvent un petit peu la référence et que tu as passé quelques années, qu'est-ce que tu en gardes comme impression? Qu'est-ce qui est impressionnant chez Amazon? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce que, Mhm. que- Alors Amazon, pour moi, la partie de ma carrière pour le moment la plus enrichissante malgré tout, parce que sur plusieurs niveaux. Parce que bah, c'est un géant. Donc moi j'ai débarqué d'une toute petite structure en France dans une corporate, dans un corporate qui était en plein boom, vraiment. Pour donner quelques chiffres, à l'époque on était 70 000 personnes au niveau monde, je crois que là on est plus d'1,5 million. Donc c'était entre 2019 et 2020. Deux. Donc en Mhm, 10 ans, on est passé de 70 000 personnes mondiales au niveau 1,5 million au niveau monde. Donc vous voyez un peu les taux de croissance qu'Amazon a et ça continue. Donc je débarque là-dedans avec un poste quand même plutôt sympathique. En fait, j'étais en charge de tout ce qui était emballage Europe sur tous les sites européens. Donc à l'époque, il y avait déjà 22 sites quand même. Je ne sais même plus combien de sites en Europe, il y en a peut-être 70 maintenant. Et donc ça partait du inbound à outbound. Donc inbound, tout ce qui était quand la marchandise arrive, hein, quand il faut la sécuriser davantage. Par exemple, on prend une peluche qui arrive dans un conteneur de la Chine, donc on va les mettre en stock. mhm, Mais on sait très bien que dans un centre de distribution, il y a beaucoup de poussière. mhm, Donc forcément, il faut les suremballer. Et ça, c'est avec du plastique et ainsi de suite. Donc voilà, donc là, il y avait déjà une composante emballage. Et puis après, tous les process de packing, justement. Donc comment emballer, dans quel type d'emballage. Voilà, donc il y avait beaucoup d'optimisation. J'étais aussi en charge du budget. C'était un multi-million dollar budget sur toute l'Europe, hein, d'achat sur des matériaux. Donc ça m'a un peu effrayé au tout début parce que mhm. j'avais pas l'habitude de gérer ces millions-là. Et j'ai fait rapidement abstraction, sinon on se fige et on fait plus rien. Et donc pareil, création des équipes. Donc j'avais une équipe qui s'occupait design, emballage, mais j'avais surtout des chefs de projet parce que évidemment on intégrait les machines d'emballage, on travaille sur le process, sur la partie software pour intégrer ces Mhm. machines. Donc c'était très très varié et je me suis vraiment éclatée. Et question sur les emballages Mhm. qui a toujours éveillé ma curiosité. J'ai croisé il y a une dizaine d'années les premiers acteurs e-commerce, c'était en Chine qui emballaient systématiquement leurs produits dans du matériau souple, des enveloppes en plastique qui se referment avec un petit scotch. Mhm. On voit Amazon livre certains de ses produits dans des enveloppes au carton un petit peu souples, etc. Oui. Pourquoi il n'y a pas plus de ça et il y a encore beaucoup de cartons parallélépipèdes rectangles alors que finalement l'enveloppe, ça me paraît le truc le plus efficace personnellement, mais... Ouais, alors, une très très bonne question. Simplement parce que les enveloppes c'est une question de transport et de coût de transport. Les enveloppes, s'ils dépassent de 2 centimètres, la poste ne peut plus le faire passer en tant qu'enveloppe Mhm, dans la boîte aux lettres. Et donc, tu as une limite de 2 centimètres en Europe et en Angleterre, je crois que c'est 2,5. Et donc, du coup, tu passes sur une tranche de transport parce que ton transporteur, il passe pas par. À l'époque, c'était pas encore par volume, c'était plutôt au poids. mhm, Et tu passes la prochaine tranche. Et après, en fait, tu te rends compte que si tu pars au niveau de la hauteur de ton enveloppe, c'est forcément que des produits simples. C'est-à-dire que tu n'as pas deux produits dans la même enveloppe. Donc en fait, c'est un système de process chez Amazon mhm, et chez les autres qui disent, OK, tout mon flow single order, je le mets des petites tailles,
qui ne font pas plus que 2 cm, ça va dans les enveloppes. Et après, on passe tout de suite sur les emballages thé ou book, qui sont des wraps. Et après, c'était sur les cartons. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, vraiment harmoniser emballage chez Amazon est extrêmement dur. C'est-à-dire chaque centre de distribution stocke des millions de références que tu démultiplies par le fait que tu as des multi-orders. Mhm. Tu vois? Donc, à un moment donné, il faut que tu trouves le dénominateur commun pour te dire, de là à là, je prends ce type d'emballage, même si je sais qu'à un moment donné, mon fill rate est en dessous Mhm. de 50% et qui n'est pas très bien. Mais si j'ai 60 ou 70% des fois où mon volume il est acceptable, ça passe. Oui, d'accord. On Voilà. fait tourner Donc, la c'est feuille ça. Excel, c'est le tarif qui C'est guide, ça. comme dans pas mal d'autres Ouais. domaines finalement, où Ouais. l'histoire, le coût des maisons étroites Hollande parce que on taxait la C'est ça. largeur du machin, c'est exactement la même chose, alors que la logique voudrait qu'on Voilà. on pourrait tout à fait faire autrement. Et je Mais reviens sur, Mais pardon. juste pour en finir, tu as tout à fait raison, c'est pour ça l'intérêt des machines 3D est si important. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on a une machine qui, elle, scanne en fait la volumétrie des produits et derrière construit le carton autour de cette volumétrie, là, on s'affranchit en fait de plusieurs choses. Des, des matériaux de calage, Mhm. ça va beaucoup plus vite que l'emballer manuellement, n'est-ce pas? Et le transport et chute. Donc voilà, c'est ça vraiment l'intérêt. Et pour moi, c'est vraiment la technologie de futur, hein, surtout sur des acteurs qui ont le volume de pouvoir automatiser l'emballage, parce que c'est pas Mhm. donné à tout le monde, hein. Il faut avoir un certain niveau ou certain volume par jour, hein, pour Mhm. pouvoir avoir un ROI. Mais au moment, et Amazon l'a sûrement, au moment où tu atteins au-delà de 5000 colis par jour, un tiers, quoi, tu peux commencer à avoir un ROI intéressant sur l'automatisation de l'emballage. Mhm. Et c'est un sujet passionnant parce qu'il y a Oh il y a oui, beaucoup d'IT aussi derrière, parce oui, que tout ça à veut fait, dire qu'il faut avoir des outils qui sont capables de prévoir quelle va être la taille du carton nécessaire pour l'ensemble de la commande tout à fait. en amont, avant En amont, préparation. ça dépend de ton process, mais comme là, tu es sur un process pick et pack, Mhm. donc pick then pack, donc tu ramasses avant, et donc du coup, la mesure se fait à la machine en fait. D'accord. Voilà. Alors que si tu es sur une logique de gare, où tu piques et pack en même temps, là, tu as besoin de travailler sur ton WMS. Ouais, exactement. Voilà. Normalement, Ouais, les outils tout à fait. correctement taillés savent faire ça. Tout à fait. Mais effectivement, faire du 3D, c'est-à-dire en fait, on fait de la reconnaissance, c'est ça tout Oui, de même, tout à et en fait. fonction C'est ça. et la Mm, machine vient construire le carton mm. autour du produit. Ça, c'est Oui. fabuleux, ça. C'est vraiment la technologie du futur. Mais Mhm. Mais ça, voilà, c'est pas encore super répandu, ça commence à y être. D'accord. Franchement, ça commence à y être. Il y a plusieurs acteurs qui se sont mis dans ce créneau-là avec vraiment du succès parce que les machines maintenant sont éprouvées. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est l'emballage, je dirais, c'est le sujet de l'emballage. Il est encore très maltraité Mhm. C'est fou, par hein. tous les acteurs en fait. Ouais, alors que le ratio logistique, hein, moi je retiens toujours ce ratio entre la partie transport et la partie logistique, enfin, ou intralogistique, selon comment on appelle, selon ce qu'on met dedans, mais c'est un ratio 30-70, c'est C'est tout à fait 70% ça. transport, 30% log, quoi. Et Mhm. donc, le sujet qui coûte le plus cher, lui, il est encore maltraité. C'est ça. Et puis C'est surtout, ce fou. qu'on oublie aussi souvent, c'est ton carton, c'est quand tu es un e-commerçant pur et dur, hein, c'est vraiment le moyen de communiquer avec ton client. Et si tu le fais mal, ça peut être très embêtant. Mhm. Et c'est très très compliqué encore aujourd'hui à faire, à mettre engager une discussion et mettre un focus sur cette partie-là avec beaucoup d'e-commerçants en fait. C'est un paradoxe pour moi. Alors, je reviens sur Amazon, parce que Mhm. quand je t'ai relancé sur Amazon, tu as reparlé du rôle, mais Amazon en tant que société. Le truc, enfin,
tu retiens Hum. qui est génial ou qui est pas cool du Alors, tout? Enfin, c'est quoi? c'est des gens, c'est-à-dire en général, hein, les gens avec qui tu travailles, c'est c'est un peu tous dans le même moule. C'est-à-dire AutoStore, excuse-moi, Amazon, mais on voit bien que j'ai passé le cap d'Amazon à AutoStore, c'est son problème d'ailleurs. Amazon, ils recrutent en termes de la culture d'entreprise, hein, donc euh, et vraiment, ils passent beaucoup de temps pour trouver des gens qui peuvent rentrer dans ce moule-là. Et c'est un vrai moule. C'est-à-dire, il faut répondre aux critères amazoniens. Par exemple, ils ont 14 leadership principles qui sont actuellement visibles sur leur site internet, hein, on peut les trouver. Et leur recrutement est basé sur ces 14 leadership principles. Et donc, par rapport à ton rôle que tu vas avoir chez Amazon, tu auras plus ou moins besoin peut-être des 7 premiers versus les 7 derniers. Et donc là, on va vraiment te mouliner pour voir si tu tiens ces leadership principles et si tu vas pouvoir survivre, entre guillemets, dans cet environnement-là. Donc, par exemple, il y a un qui s'appelle Bias for Action. Ça veut dire que si tu attends d'avoir un poste qui est bien défini avec les responsabilités et tu vas rester dans ton cadre pour exercer et ça te suffit, tu ne vas pas survivre chez Amazon. Chez Amazon, tu es continuellement en push. Ils cherchent beaucoup de gens qui sont capables de mener de l'intrapreneurship pour pouvoir arriver à la fin de tes projets. C'est beaucoup de changements dans les priorités, quasiment par semaine. Donc faut être hyper flexible, adaptable. Et les gens qui travaillent chez Amazon, en général, ils sont comme ça. Donc forcément, tu te reconnais. Mhm. J'ai lié des amitiés très fortes avec des gens chez Amazon hein, qui sont encore très proches de moi aujourd'hui. C'est une espèce t'as une fois été amazonien, tu le seras toujours. Tu as un vrai réseau. Aujourd'hui, tu tapes à la porte de quelqu'un de chez Amazon via LinkedIn, il t'ouvre la porte. Voilà, donc il y a c'est une vraie tribu. Mhm. Donc ça, c'est la partie vraiment sympathique, très variée. En fait, tu arrives rarement à des limites dans ce que tu veux faire. Tu apprends beaucoup de choses. Moi, en 4 ans, j'ai appris beaucoup de choses. Et les choses un peu moins sympathiques, mais je pense que c'est pas lié à Amazon, hein. Comme c'est une grosse machine de guerre en pleine croissance, tant que tu arrives à garder le rythme, c'est bien, mais au moment où tu lâches un peu le rythme, c'est compliqué. Mhm. Voilà. Mais après, c'est toutes les grosses boîtes, voilà, ça dépend. Tu peux tomber sur un peu de politique, voilà, ça faut faire avec quoi. Ouais. Mhm. Faut avoir la pêche et Faut avoir la faut pas pêche. mollir, sinon on se fait vite rattraper par la patrouille, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. D'accord. Par contre, pour moi, je ne garde surtout la partie positive parce que, encore une fois, c'était tellement varié, j'ai tellement appris des choses, hein. J'ai travaillé avec des gens tellement vraiment génial. Le reste, c'est pas. Voilà, on oublie vite. Mhm. D'accord. Et donc le contraste avec ou les différences avec AutoStore, travailler chez AutoStore, Il n'y a pas beaucoup de contraste, hein. Alors déjà, pareil, j'ai retrouvé un environnement d'une exceptionnel avec mes collègues. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime beaucoup chez AutoStore, c'est la partie bienveillance. C'est une boîte, pareil, qui est en pleine croissance. Ça va très vite. Moi, quand j'ai commencé en 2019, j'étais toute seule. Et là, je crois qu'en Europe du Sud, on est maintenant autour de 14 personnes. On a embauché en moins de 12 mois tout le monde. Donc là, je retrouve quand même un peu le speed de chez Amazon. Mais avec un environnement peut-être plus bienveillant très familial hein, et puis un produit qui est exceptionnel. Voilà, donc aujourd'hui, je suis très contente, je suis très à ma place et je continue à apprendre ce qui se passe dans la supply chain qui est en plein changement, en pleine mutation. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant et être faisant partie d'AutoStore à ce moment-là, c'est quand même génial. Alors, AutoStore, c'est une société qui a choisi de travailler avec un modèle d'affaires qu'on appelle indirect. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, AutoStore
n'installe pas directement ses produits, mais utilise des partenaires, intégrateurs, installateurs qui font l'installation. Mhm. Donc ce modèle indirect peut avoir des avantages et des inconvénients. Tu peux nous Ouais. en parler Oui, en comment fait, ça fonctionne? tout à fait. Alors, moi, en fait, c'est la première fois que je vois ça, qu'un producteur d'une solution dans l'intralogistique choisit ce modèle-là, c'est-à-dire à cette échelle-là. Parce que bon, on connaît ça très bien, la partie channel management sur tout ce qui est software, hein, donc intégration, on passe par des partenaires, tout ça c'est connu. Je sais qu'il y a une société autrichienne qui à un moment donné a travaillé comme ça avec des convoyeurs, ça marchait très très bien avant de devenir elle-même un intégrateur. Mais en fait, sur tout ce qui est vraiment cette partie-là, c'était assez novateur. Et AutoStore a choisi ça, c'est parce qu'en fait, euh, historiquement, ils ne sont pas nés de dans cette industrie-là. En fait, c'était un AutoStore à ses débuts a conçu ce produit-là pour leurs propres besoins. En fait, la société Atelant était un distributeur de composants électroniques et n'avait plus de place de stockage dans leur propre centre de distribution ou dans leur propre centre de stockage. Et en fait, ils ont créé cette solution-là et quand ils commençaient à montrer ça à leurs clients et à leurs fournisseurs, tout le monde disait bah, finalement c'est vachement malin, on aimerait bien en avoir. Et c'est là où AutoStore a été créé. Mais en fait, il faut connaître l'intralogistique, il faut connaître les process, les acteurs. Et ils ont été très humbles à se dire, nous, on ne connaît pas très bien, mais il faut qu'on travaille avec des gens qui connaissent le métier. Mhm. Et voilà, donc nous, souvent en plus, on fait partie d'un ensemble plus global. Effectivement, on a des autostores qui sont des stand-alone. Ça veut dire que la solution elle représente 90% de la fourniture de nos partenaires à un client final, hein, mais ça peut être aussi que 30%, parce que tu as une partie de convoyeur, des machines d'emballage, la partie WMS, donc AutoStore est qu'une petite partie Une de la... pièce. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de se dire, nous on va pas apprendre, on va pas devenir intégrateur, on reste à faire ce qu'on sait faire, c'est de Mhm. l'AutoStore, mais on va s'adosser à des intégrateurs de valeur sur le marché qui vont intégrer en fait notre produit. Donc ce business model-là, en plus en termes de distribution, ils connaissent bien puisqu'ils ont fait la distribution des composants électroniques, donc ils connaissaient très bien ce métier-là, Mhm. et donc ils ont combiné. Aujourd'hui, on a un business model qui est extrêmement lean, extrêmement bien rodé, et ça nous permet en fait en toute, je dirais vraiment avec une grosse partie de qualité d'intégration, s'adosser avec ces partenaires-là pour vendre l'AutoStore. D'accord. Et il y a combien de partenaires aujourd'hui AutoStore dans le monde? Oula, tu me poses une colle, je dirais une vingtaine. Mhm. Donc en fait, comment ça se passe? On a des intégrateurs qui ont qui sont plutôt régionales ou nationales, hein. Donc on a plutôt plusieurs profils, hein. On a évidemment des grands qui nous suivent dans le monde entier. On a ceux qui ont des droits de distribution plutôt au niveau Europe ou en Europe du Sud, hein. Je nomme, je commence pas à tous les nommer. Voilà, donc c'est vraiment ça. On travaille vraiment, on essaie de faire, de pouvoir proposer à nos clients finaux, vraiment de dire, voilà, tu es, euh, tu as besoin d'un acteur plutôt national, ben voilà. Tu as besoin d'un acteur international parce que tu as aussi des centres ou des opérations dans le monde entier. Ben voilà, on peut te proposer de travailler avec ce type d'intégrateur. D'accord, et j'imagine qu'il y a tout un process de formation, de Oui. certification, ça se fait pas du jour au lendemain. Non, non, non. Il y a vraiment, c'est un process qui va prendre du temps à tout nouvel intégrateur. Évidemment, ses capacités à pouvoir installer, servir, c'est extrêmement important pour Mhm. nous, hein, parce que c'est du plug and play, mais pas que. Donc, il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. Et puis après aussi la capacité de service du client final. Alors, notre système est très éprouvé, on n'a pas beaucoup de maintenance et ça aussi c'est très apprécié. Mais malgré tout, il faut quand même savoir comment intégrer dans un Mhm. process global cette brique-là. D'accord. Mais alors je vais être un peu taquin parce que bon, moi avant de connaître AutoStore, j'avais fait
du channel sales dans une autre vie, c'est pas toujours facile à gérer quand on a plusieurs distributeurs, plusieurs installateurs, ils ont tendance à se tirer la bourre entre Mm. eux, etc. Enfin, il faut arbitrer ou pas, il faut Tout que à les règles fait. soient claires. Comment Mm. ça se passe? Ça va pas être simple tous les jours quand même. Non, c'est pas simple tous les jours, mais on travaille avec beaucoup je dirais, les règles sont claires pour tout le monde au moment de la signature du contrat de distribution. Et après, on a des gens qui gèrent des partenaires au quotidien et qui les supportent. On travaille beaucoup on est très proche de nos partenaires en fait. C'est vraiment ça. Il y a une vraie relation. Pour nous, ils font partie de la famille AutoStore. Ils nous font confiance. Il y a vraiment, on travaille beaucoup avec la confiance et ça se ressent. Mhm. D'accord. Je vais peut-être enchaîner sur une note un peu plus personnelle. Alors, déjà un aspect un peu personnel, un peu cliché, mais tu nous as décrit au début le fait que tu venais d'Allemagne. Euh, et alors moi, je suis de la génération qui a travaillé pas mal avec des Allemands à une certaine époque, où enfin, on arrivait avec tout un tas de clichés sur les Allemands d'un côté, les Français de l'autre, les Italiens, etc. Vu de ta fenêtre, qui a passé à peu près la moitié de ta vie en Allemagne et l'autre moitié en France, ou maintenant peut-être un peu plus. Euh, Ces clichés, ils ont la vie dure, ils sont vrais, ils sont pas vrais. Alors oui, oui et non. Alors je rigole toujours parce qu'aujourd'hui j'ai peut-être une image des deux côtés qui est plus très juste, hein, parce que on vient de me faire la réflexion dans ma famille allemande en disant t'as vraiment passé le cap, t'es plus française qu'allemande. Mhm. Faudrait peut-être que je pose la question pourquoi ils m'ont fait cette réflexion-là, mais alors je prendrais ça comme ça. C'est toujours pareil, mais c'est pas que sur le cliché franco-allemand. C'est vrai un peu partout. Je dirais les gens qui ne voyagent pas. Alors, je prends un Allemand qui n'est jamais sorti de chez lui, il va avoir vraiment des réactions typiquement allemandes. Alors, c'est quoi être typiquement allemand? C'est peut-être un peu étroit, c'est-à-dire on aime bien la ponctualité, on aime bien que des choses se disent d'une manière très transparente et rapidement. Moi, je prends toujours l'exemple faire des réunions en Allemagne versus faire des réunions en France. C'est peut-être pour moi le plus rigolo. En Allemagne, tu vas directement, tu rentres dans une. Déjà, tout le monde est à l'heure. Tu rentres dans. C'est déjà. Ouais, déjà ça. Et tu commences directement avec le point qui fait mal. Tu vas pas passer autour du pot pendant très longtemps, c'est-à-dire l'agenda, c'est là on a un problème, voilà, c'est quoi le problème et comment on le fixe. En France, ce que j'ai remarqué, et c'est encore très vrai, c'est on arrive légèrement en retard, mais c'est pas grave. On prend un petit café, on commence à discuter un peu de tout, et ce qui est très bien parce qu'il faut aussi avoir ce contact personnel. Et puis après, on passe beaucoup de temps autour du problème et on finit la réunion avec le problème qu'on n'a finalement pas trouvé de solution et on se dit, bah tiens, on se voit la semaine prochaine pour en parler. Je tire le trait exprès, Mhm. mais c'est vraiment ce que j'ai remarqué surtout au début. Aujourd'hui, ça va un peu mieux parce que on travaille dans un contexte international, on n'est pas dans une société franco-française, hein, Laurent, donc Mhm. c'est un peu plus mélangé. Mais ça, c'est surtout, mettons, quand j'ai travaillé pour une société franco-française, hein, c'était vraiment très très vrai. Aujourd'hui, les clichés, oui, on les retrouve, hein, c'est-à-dire même chez AutoStore, quand tu discutes avec nos collègues allemands, il peut y avoir des traits de caractère typiquement allemands, comme des traits de caractère typiquement français qui ressortent. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que on a, je pense, la génération, la nôtre et celle du futur, hein, on est quand même plus européen que allemand ou purement français. Et c'est ça, hein, moi j'ai des enfants qui ont la culture allemande et française, hein, et j'espère qu'ils vont pouvoir pousser le bouchon européen un peu plus loin parce que je suis quand même profondément européenne. Ok. Pur produit Erasmus. Ouais, j'ai deux bébés Erasmus. C'est bébé Erasmus, Voilà. c'est génial. Et ça, c'est l'aspect de origine allemande. Mm. Et quid de la féminité dans Mm. le monde de la supply chain? Être une femme en supply chain, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente par rapport à d'autres métiers?
Oui, alors, c'est un peu mon sujet de prédilection en ce moment parce qu'effectivement, j'aimerais bien embaucher plus de femmes. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne trouve pas. C'est encore pas très répandu, malheureusement. J'aimerais bien faire partie de ces femmes qui ont fait une expérience ou qui ont une expérience dans la supply chain pour attirer plus de femmes plus jeunes. Donc on lance notamment un podcast bientôt, donc stay tuned Ah, sur cette partie-là pour c'est faire cool. parler des femmes de la supply chain, donner la possibilité à des jeunes femmes de poser des questions, un outil de tutoring aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très 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 important parce que moi je suis pas féministe du tout, mais je pense que la voix de la femme et la voix de l'homme ensemble font une force. Donc il y a un déséquilibre, et là je parle vraiment uniquement pour la logistique, qui est encore flagrant. Il y a plus d'hommes que de femmes dans ces métiers-là et encore moins de femmes dans les postes de direction dans la supply chain. Et je pense qu'on a une approche un peu différente et complémentaire et je regrette qu'on n'en a pas plus. Donc j'espère que la génération future sera plus ouverte à ce sujet-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment déjà au niveau des écoles. On voit déjà que la supply chain est méconnue. Donc là, ça va mieux depuis Hmm. Corona ou Covid-19. On s'est rendu compte que la supply chain est quand même le nerf de guerre et on a un retour un peu plus positif de la population à comprendre ce que c'est. Et maintenant, je pense qu'à nous de faire comprendre aux jeunes les possibilités de métier. On est en pleine mutation, c'est passionnant, il y a plein de choses à faire et c'est pas que pousser un carton ou conduire un camion. La supply chain est beaucoup plus variée que ça. Ben justement, on parle de l'intérêt pour ce domaine-là. Euh, je voudrais en faire un peu la conclusion de notre entretien. Si à l'attention des personnes qui voudraient se lancer dans le domaine de la supply chain ou des jeunes Mm. qui vont débuter ou qui cherchent à s'orienter, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour aborder ce métier? Un Mm. conseil de lecture, une action freestyle, ce que tu veux. Ouais, alors en fait, j'y pense à l'instant. J'ai lancé chez DS Smith justement, j'ai lancé une partie d'apprentissage parce qu'en fait, il n'y a pas d'école pour l'e-commerce et l'emballage, donc ça n'existe pas. Et comme nous, on voulait vraiment mettre un focus sur l'e-commerce et toute la partie process, c'était hyper important que les alternants qui viennent comprennent ce que c'est. Et on a eu un partenariat avec un logisticien qui était ouvert à prendre en charge les 2 premiers mois de l'alternance, nos alternants, pour leur faire apprendre l'intralogistique. Ça veut Mhm. dire qu'ils partaient sur des tâches diverses en inbound, outbound, mais vraiment la réception des marchandises, euh, au niveau stockage, emballage, transport, jusqu'aux tournées de livraison chez le client final. Mhm. Pendant 2 mois, vraiment à comprendre ce que c'est l'intralogistique. Et le retour, moi je me suis dit, parce que en fait j'étais très chanceuse, j'avais des alternantes féminines, et je me suis dit, on va voir un peu comment elles vont réagir, et elles ont adoré. Et je suis encore en contact avec ces 2 personnes-là, et il y en a une qui a maintenant quitté DS Smith, qui fait autre chose, mais qui m'a envoyé un petit message la semaine dernière en disant, je suis très contente. Elle est consultante maintenant dans un cabinet de consulting. Elle me dit, j'ai rechaussé mes chaussures de sécurité. J'ai en fait une mission dans un centre logistique et ça m'a trop manqué. Et en fait, je pense qu'attirer les jeunes dans ce monde-là, faut qu'ils regardent un peu ce que c'est, à se dire c'est pas que le transport et c'est pas qu'une composante, et après les amener à voir plus loin en disant voilà, donc ça c'est une partie, mais maintenant tu peux aussi faire travailler soit dans l'opérationnel ou
dans le marketing ou dans la vente, et ainsi de suite, mais autour de l'intralogistique. Et je pense qu'aujourd'hui, et notamment chez les jeunes femmes, hein, quand elles font des études de marketing, bah, elles se projettent pas du tout là-dedans. Elle se projette beaucoup plus dans tout ce qui est, ou même RH, beaucoup plus ce qui est soit la mode, la cosmétique, des choses comme ça, qui sont attirants, mais pas que. Et comme ce secteur-là est en pleine expansion et croissance et mutation, c'est le moment d'aller chercher ça. Et donc, chez AutoStore, nous, on est vraiment, moi personnellement, j'espère pouvoir attirer beaucoup d'alternantes pour pouvoir ouvrir euh, ce métier-là à plus de jeunes À femmes. plus de femmes, Ouais, à tous les niveaux ouais, de la chaîne. tout à fait. Isabelle, je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Laurent, c'était un vrai plaisir. Plaisir partagé. Merci. Merci.